Bonsoir à tous les bozos. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode, pour le chapitre numéro 28 qui s'intitule L'interdit. Le superviseur fit son apparition, vêtu pour en mettre plein la vue. Il portait un long manteau rouge, fermé jusqu'au menton, qui dissimulait son corps tout entier. Il salua. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Sheol One. Je suis le superviseur Beltram. Je veille sur la population humaine de la ville. J'adresse une pensée tout particulière à ceux d'entre vous qui arrivent de zones non converties du continent. N'ayez pas peur. Après le spectacle, vous aurez la possibilité de transformer vos villes en citadelles de Sion, à l'instar de tant d'autres cités. Notre programme permet au gouvernement de dénicher et d'isoler les clairvoyants dès leur tendre enfance, épargnant ainsi les coûts prohibitifs d'une exécution de masse. Je m'efforçai de ne pas écouter. Tous les pays n'utilisaient pas le Nitvit pour éliminer les clairvoyants. Nombreux étaient ceux qui employaient encore l'injection létale, le peloton d'exécution ou pis encore. Nous avons déjà prévu d'établir Sheol 2, en association avec les citadelles de Sion-Paris et Sion-Marseille, qui deviendront ainsi les premiers satellites français de notre programme. Une salve d'applaudissements. Minat sourit. Ce soir, nous espérons ajouter au moins 2 autres villes de contrôle sur le continent. Mais avant cela, nous avons une petite pièce à vous présenter, afin de vous prouver que nombre de nos clairvoyants emploient désormais leur faculté à faire le bien. Ce spectacle nous rappellera les jours sombres avant l'arrivée des Réphaïm, lorsque le roi sanglant détenait encore les pleins pouvoirs. Le roi qui a construit sa demeure au prix du sang. L'horloge tinta. Les artistes apparurent tour à tour, une vingtaine en tout. Ils s'apprêtaient à rejouer l'histoire d'Édouard VII, depuis son achat d'une table destinée aux séances de divination, jusqu'aux 5 assassinats perpétrés au poignard de ses appartements et à sa fuite de l'Angleterre avec le reste de sa famille. Le début de cette prétendue épidémie témoignant du besoin de l'existence de Sion. Lys était là-haut, debout, à l'arrière-plan. Elle était flanquée de Nell, celle qui l'avait remplacée lorsqu'elle était en choc spirituel, et d'une diseuse répondant, me semblait-il, au nom de Lot. Toutes 3 étaient vêtues comme certaines des victimes du roi sanglant. Au centre de la scène, le superviseur repoussa son manteau, révélant ses insignes royaux. La foule l'acclama. Il incarnait Édouard, alors le dauphin de la reine Victoria, paré de fourrures et de bijoux. La première scène semblait prendre place dans sa chambre à coucher, où un vieil orgue à vapeur jouait Daisy Bell. Le Harley le plus proche du public se présenta comme étant Franck-Frédéric Ponsonby, premier baron Sissonby, le secrétaire particulier d'Édouard. C'était par ses yeux que la pièce serait vue. « Votre Altesse, dit-il au superviseur, voudriez-vous prendre l'air ? Pensez-vous prendre votre Spencer, Ponsonby ? Seulement ma queue de pie, Votre Altesse. Je croyais que tout le monde savait qu'il fallait porter un Spencer avec un chapeau de soie pour un vernissage matinal. Tonitra le superviseur avec un accent aristocratique risible. Et votre pantalon est sans doute le plus ignoble que j'ai vu de ma vie. Des railleries, des huées, et cette bête licencieuse osait s'autoproclamer l'héritier de Victoria. Ponsonby se tourna vers le public. Ce ne fut qu'après une longue série d'injures, au sujet notamment de ma queue de pie ou de mon pantalon, rire, que le prince se lassa de sa parure. Cet après-midi-là, il me demanda de l'accompagner en excursion. Oh, mes aïeux! Jamais souffrance humaine n'a excédé celle de la reine, voyant son fils emprunter à grands pas le chemin du mal.
Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule pour étudier la réaction du gouverneur, mais ce dernier avait disparu. Le dialogue entre Édouard et Ponsonby se poursuivit longuement. Chaque scène était montée de manière à dépeindre le prince tel un idiot cruel et lubrique, faisant la honte de sa mère. Je me surpris à suivre le déroulement de la pièce, fasciné. Ils exagèrent de façon ridicule son rôle dans la mort du prince Albert, osant même prétexter un duel. La veuve Victoria fit une apparition, coiffée d'un voile noir et d'un petit diadème en diamant. Jamais je ne pourrais ni ne voudrais le regarder sans un frisson, admit-elle au public. Il est à mes yeux aussi anormal qu'un changelin. L'auditorium l'acclama. Elle était un rempart de vertu, la dernière monarque à ne pas avoir été souillée par le fléau. Tandis que les émissaires étaient sous le charme de l'actrice, je gardais un œil vissé sur l'horloge. Près d'une demi-heure s'était écoulée et j'ignorais toujours l'heure de départ du train. La scène suivante était le passage clé de la pièce. La séance de spiritisme. Des lanternes rouges furent apportées sur scène. En voyant cela, je dus réprimer un rire. Le superviseur était à fond dans son rôle. La puissance terrestre ne me suffit pas, haleta-t-il, avec toute la malfaisance de son personnage. Il agitait les bras au-dessus de sa table. L'ère victorienne, dit-il. Mais à quoi ressemblera l'ère édouardienne? Quel roi pourrait véritablement prendre son essor, entravé par les fers de la mortalité? Il se pencha sur la table, la secoua des deux mains. Oui, élevez-vous, élevez-vous des ombres, franchissez la porte, esprit des défunts, venez en moi. Formez ma lignée, soyez le sang même de l'Angleterre. Alors qu'il parlait, des acteurs en noir déplacèrent les lanternes sur la scène. Ils incarnaient les esprits anormaux. Ils se disséminèrent dans toute la salle, jouant à attraper le public, le faisant hurler. Ils symbolisaient le fléau de l'anormalité. La musique et les rires des acteurs étaient trop forts. La tête me tournait. Le superviseur gronda ses incantations. Le gouverneur profita de la pénombre et de la confusion pour m'attraper par le bras. « Vite !» Sa voix me racla le tympan. « Viens avec moi !» Il m'emmena dans le dessous de la scène, une espèce de petit cagibi où étaient empilées des caisses de rangement. La seule lumière était celle qui filtrait à travers le parquet. Une lumière rouge, celle des lanternes, d'épais rideaux de velours pendaient le long d'un côté, nous dissimulant au regard. Difficile, dans cet espace enténébré, d'anticiper ce qui allait bientôt se produire au-dessus de nos têtes. L'ambiance était plus calme ici. Les acteurs dansaient sur scène, mais le bruit de leurs pas était étouffé par les planches. Le gouverneur pivota pour se positionner face à moi. « Tu dois apparaître dans la dernière scène du spectacle, le dénouement. » Ses yeux brûlaient intensément. Je l'ai entendu en parler avec Gomeza. J'en eus la chair de poule. Nous nous étions préparés. Oui. Je savais depuis le début que Nashira allait me tuer, mais l'entendre de la bouche du gouverneur ne rendait la chose que plus réelle. Une part de moi avait espéré qu'elle attendrait seulement quelques jours, de quoi me laisser une chance de monter dans le train avec les autres. Mais Nashira était cruelle. Bien sûr qu'elle voulait le faire en public, devant les représentants de Sion. Elle ne courait pas le risque de me maintenir en vie. La lumière dans les prunelles de mon gardien ne faisait que renforcer les ombres alentour. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un air de cruauté instable. Je fus prise de frisson glacial, je me laissai choir sur une caisse.
Je ne peux pas lutter contre elle, déclarai-je. Ces anges. Non, Paige, réfléchis. Elle a patienté pendant des mois, en espérant que tu parviennes à prendre possession d'un corps. Si tu n'avais pas démontré cette aptitude, elle aurait risqué de ne pas pouvoir l'acquérir. Puis, elle a fait de toi une veste jaune pour s'assurer que ta vie ne soit plus jamais mise en péril par les émimes. Elle t'a placé sous la protection de son propre consort. Pourquoi aurait-elle pris toutes ces précautions si tu ne possédais pas un don qui non seulement l'intéressait, mais lui faisait peur? C'est vous qui m'avez tout appris. Tous ces entraînements dans la prairie, le papillon et la biche. Vous avez exercé mon esprit. Vous m'avez mené à ma mort. C'est la tâche qu'elle m'avait confiée. La raison pour laquelle elle m'avait autorisé à te prendre à Magdalene. Je n'ai toutefois aucune intention de la laisser s'emparer de toi. Je me suis engagé à développer ton don, mais je l'ai fait pour toi, Paige, pas pour elle. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à ajouter. Le gouverneur déchira l'un des rideaux. À geste délicat, il entreprit de retirer mon maquillage. Je le laissai faire. J'avais les lèvres engourdies, la peau comme de la glace. D'ici quelques minutes, je serais peut-être morte, flottant autour de Nashira en un état de servitude hébétée. Quand il eut terminé, il écarta les cheveux qui me tombaient sur le visage. Là encore, je ne fis rien pour l'en empêcher. Je n'arrivais pas à me concentrer. Ne t'avise pas de faire ça. Ne t'avise pas de lui montrer tes sentiments. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce qu'elle entend faire de toi. Je n'ai pas peur. Il me scruta avec intensité. Tu devrais, répliqua-t-il, mais sans le montrer, pour rien au monde. Je lui montrerai ce que je veux. Vous n'avez aucun droit de me donner des ordres. Je me reculai brusquement pour échapper à ses mains. Vous auriez dû simplement me laisser partir. Vous auriez dû laisser Nick me ramener au cadran. Ça aurait pu s'arrêter là. Je pourrais être chez moi à l'heure qu'il est. Il se pencha pour se mettre à ma hauteur. Si je t'ai forcé à revenir ici, m'expliqua-t-il, c'est parce que je ne trouvais pas la force de l'affronter sans toi. Et, pour cette même raison, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu regagnes la citadelle saine et sauve. Un silence s'installa. Je ne détournai pas la tête. Tes cheveux doivent être attachés. Sa voix était désormais différente, plus calme. Il me glissa un peigne ornemental dans la main. Celui-ci était froid. Mes doigts tremblaient de plus en plus. Je ne pense pas en être capable. Je pris une longue et profonde inspiration. Voulez-vous bien? Il resta muet, mais il récupéra le peigne, comme s'il manipulait le tulle le plus léger. Il rassembla mes cheveux d'un côté de mon cou, puis les noua délicatement. Pas en le chignon hâtif dont je me contentais habituellement, mais une tresse élaborée qui se terminait au niveau de ma nuque. Ses doigts calleux me glissèrent sur le crâne pour bien disposer le peigne. Un léger tremblement me parcourut l'échine. Le gouverneur me lâcha les cheveux, puis qui restèrent en place. Son contact m'avait semblé étrange, plus chaud. Ce ne fut que lorsque je vis ses mains que je compris. Il ne portait pas de gants. Je parcourus ses doigts, les motifs élaborés de ma coiffure. Des paluches aussi grosses que les siennes n'auraient jamais dû pouvoir accomplir une œuvre d'une telle complexité. Le train partira à 1 heure, très précisément, me chuchota-t-il. L'entrée se situe sous le terrain d'entraînement, pile à l'endroit où nous nous tenions. J'avais attendu ces mots si longtemps. Si elle me tue, vous devrez en enfermer les autres. Une boule se forma dans ma gorge. Vous devrez leur montrer la voie. Il me caressa l'arrière du bras.
Ce ne sera pas nécessaire. Je tremblais désormais des pieds à la tête, mais plus d'appréhension. Quand je tournai le chef vers lui, il me coinça une mèche rebelle derrière l'oreille. Il posa son autre main sur mon ventre, me serrant le dos contre son torse. Sa chaleur était réconfortante. Et je sentais son désir, pas celui qu'il éprouvait pour mon aura, mais pour moi. Il blottit son nez contre ma joue. Ses doigts dessinèrent les contours de ma clavicule. Son territoire des rêves était tout proche. Son aura se mêlait à la mienne. Mon sixième sens se déploya, l'accueillant dans son périmètre. « Tu as la peau toute froide, commenta-t-il d'une voix rauque. Je n'avais jamais. Il s'interrompit. Mes doigts s'immiscèrent entre ses jointures à nu. Je ne fermai pas les paupières. Il posa ses lèvres sur ma joue. Je guidai sa main jusqu'à ma taille. Son contact était insoutenable. Pourtant, je ne pouvais pas tressaillir. Je ne pouvais pas le refuser. J'avais envie de ça avant la fin. Je voulais être touché, être vu, ici dans cette pièce sombre, dans ce silence rouge. Je levai le menton, et il referma sa bouche sur la mienne. J'avais toujours su que le paradis n'existait pas. Jacques me l'avait répété un nombre incalculable de fois. Même le gouverneur me l'avait dit. Il n'y avait qu'une lumière blanche, l'ultime lueur, une dernière étape en lisière de conscience, là où toutes les choses s'achevaient. Au-delà résidait l'inconnu. Toutefois, si le paradis avait existé, il m'aurait fait cette impression-là, celle de toucher l'éther à main nue. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, pas de sa part, ni celle de qui que ce soit d'autre. Je serrai les mains dans son dos, le forçant à se plaquer au plus près de moi. Il me prit la nuque dans sa paume. Je sentais la moindre rugosité de sa peau. Son souffle était chaud, le baiser était lent. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je n'arrivais pas à me départir de cette pensée. Ne t'arrête pas. Ses mains glissèrent le long de mes flancs, de mes fesses, m'étreignant. Il me hissa sur une caisse. Je lui passai les bras autour du cou. Je sentais le battement puissant de son cœur, son rythme, mon rythme. Ma peau me brûlait. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais jamais rien éprouvé de pareil. Cet élancement dans ma poitrine, ce besoin de toucher. Ses lèvres écartèrent les miennes. Je recouvrai mes pensées. Arrête, arrête, Paige. Je fis mine de reculer ma tête. Un mot s'échappa. Peut-être non. Peut-être oui. Peut-être son nom. Il prit ma figure entre ses mains, m'embrassa sur la bouche, me caressa les joues des pouces. Nos fronts se touchèrent. Mon territoire des rêves était en feu. Il avait incendié mes coquelicots. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Un court instant s'écoula. Je le regardai. Il me regarda. Une fraction de seconde. Une décision. Ma décision. Sa décision. Puis il m'embrassa derechef. Plus vigoureusement cette fois. Je le laissai faire. Il m'enlaça, me souleva. C'était précisément ce que je désirais. Vraiment, je le désirais trop. Tellement, mes mains disparurent dans ses cheveux avant de s'agripper à son cou. Ne t'arrête pas. Ses lèvres couraient de ma bouche à mes yeux, à mes épaules, au creux de ma gorge. Ne t'arrête pas. Ses paumes se posèrent sur mes cuisses. Ses caresses fermes, osées, pleines de certitude. L'éveil. J'ouvris sa chemise, tâtai sa poitrine, embrassai son cou puissant. Lui me saisit une poignée de cheveux. Ne t'arrête pas. Je n'avais encore jamais touché sa peau. Elle était chaude et lisse, me donnait envie d'en découvrir plus. Mes mains baladeuses trouvèrent son dos, ses cicatrices sous mes doigts, de longues zébrures cruelles. J'avais toujours su qu'elle s'y trouvait. Les scarifications d'un traître. Il se contracta à mon toucher. « Paige !» dit-il doucement. Mais je ne m'arrêtai pas.
Il émit un léger râle guttural. Puis ses lèvres revinrent prendre possession des miennes. Je ne le trahirai pas. La saison d'Os 18 était de l'histoire ancienne, et elle ne se répéterait pas. 200 ans étaient bien plus qu'assez. Mon sixième sens m'arracha à ma brume. Je m'écartai du gouverneur. Il me maintint par la taille, m'empêchant de partir. Nashira était là, à moitié dissimulée par les ombres. Mon cœur se pinça, puis repartit douloureusement. Fuis, me dicta mon esprit gourd, mais j'en étais incapable. Elle avait tout vu, elle voyait tout. Ma peau luisante de sueur, mes lèvres enflées, mes cheveux ébouriffés, ses mains verrouillées sur mes hanches, sa chemise ouverte, mes doigts explorant son torse. Je ne pouvais plus les bouger, je ne pouvais pas même détourner les yeux. Le gouverneur m'abrita derrière lui. « Je l'ai forcée, déclara-t-il d'une voix rude et pâteuse. Elle resta muette. Elle fit un pas dans la pâle lumière qui filtrait à travers les rideaux. Elle tenait quelque chose à la main, la cloche de verre. Je regardai à l'intérieur, les oreilles sifflantes. Je découvris une fleur en plein essor, étrange et magnifique, aux 8 pétales luisants de nectar. Cette même fleur qui naguère était morte. « Ceci est impardonnable, déclara-t-elle enfin. Le gouverneur observa la fleur de ses prunelles incandescentes. Puis il la défia du regard. Nashira lâcha la cloche. Le verre se brisa au sol dans un fracas qui me tira de ma torpeur. J'avais tout gâché. « Arcturus Messartim, tu es mon consort de sang, le gouverneur des Messartim, mais cela ne peut pas se reproduire. » Elle fit un pas vers nous. « Il n'y a qu'un moyen d'empêcher la trahison. Faire un exemple des traîtres. Je te ferai pendre depuis la muraille de cette ville. » Le gouverneur ne sia pas. « C'est toujours mieux que d'être à ta botte. Toujours aussi intrépide ou imprudent. » Elle lui effleura le visage. « Je veillerai également à ce que tous tes anciens compagnons soient exécutés. » « Non !» Je m'interposai entre les deux rêves. « Vous ne pouvez !» Je n'eus pas le temps de faire un pas de plus. Le coup qu'elle me porta me fit perdre l'équilibre. Ma tête vint heurter l'angle d'une caisse, me fit éclater l'arcade. Mes mains atterrirent dans les débris de verre. J'entendis le gouverneur, fou de rage, prononcer mon nom. Puis Tuban et Situla apparurent. Fidèles serviteurs de leur reine, ceux qui ne laissaient jamais passer une occasion de s'en prendre à lui. Le premier écrasa le manche de son couteau sur le crâne d'Arcturus, qui ne chancela pas. Cette fois, il ne s'agenouillerait pas devant les Sargasses. « Je m'occuperai de ton cas plus tard, Arcturus. En attendant, je te déchois de ta condition de consort de sang. » Elle s'éloigna. « Tuban, si tu l'as, emmenez-le sur la galerie. »« Oui, ma reine, » répondit Tuban, avant de saisir le gouverneur à la gorge. « Il est temps de payer tes dettes, traître. » Situla lui enfonça violemment les doigts dans l'épaule. Son cousin lui faisait honte. L'intéressé ne pit pas mot. Non, non, cela ne pouvait pas se terminer ainsi, comme la saison d'Os 18. Il n'était plus consort de sang, il n'était plus rien. Je venais d'éteindre son dernier espoir. Je scrutais son regard, espérant y découvrir quelques flammes à entretenir, quelques vestiges à sauvegarder. Mais ses prunelles étaient sombres et ternes, et je ne percevais plus que son silence. À eux deux, Tuban et Situla l'emmenèrent. Nashira marcha en plein dans les débris de verre. Je ne bougeais pas, restant allongé au milieu des décombres. Des larmes amères me montèrent aux yeux. Quel imbécile! À quoi avais-je pensé? Qu'est-ce que j'avais fait? Ton heure est venue, Marche-Rêve. Enfin! Du sang ruisselait toujours de ma blessure. Vous avez pris le temps. Tu devrais te réjouir. À ce que j'ai compris,
Les marche-rêves sont accros à l'éther. Cette nuit, tu vas pouvoir te noyer dedans. Vous ne posséderez jamais ce monde. Je relevai la tête. Cette fois, mon corps tout entier tremblait. Pas de peur, mais de rage. Vous pouvez me tuer. Vous pouvez vous emparer de moi. Mais vous ne nous aurez pas tous. Les 7 sauves vous attendent. Jackson Hall vous attend. Toute la pègre vous attend. Je tendis le menton d'un air de défi et la regardai droit dans les yeux. Bonne chance. Nashira me releva en me tirant par les cheveux. Elle pencha son visage vers le mien. Tu aurais pu tourner mieux, déclara-t-elle. Beaucoup mieux. Alors que finalement, tu ne seras bientôt plus rien. Tout ce que tu étais m'appartiendra. Elle me bouscula sans ménagement, me précipitant dans les bras d'un Réphaïte. Al-Safi, reprit-elle, emmène ce sac d'os sur scène. Il est temps pour elle de livrer son esprit. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Déjà, Al-Safi me faisait monter les marches. J'avais un sac sur la tête. Mes lèvres étaient endolories, mes joues brûlantes. Je ne pouvais ni respirer, ni penser correctement. Le gouverneur était parti. Je l'avais perdu. Mon seul allié Ref. Et je l'avais laissé se faire prendre. Nashira ne se contenterait plus de le tuer, maintenant qu'il s'était abaissé au point de toucher une humaine à main nue. C'était pis que de la trahison. Il m'embrassa en m'étreignant. Le consort de sang avait avali sa famille entière. Il n'était plus un candidat viable. Il n'était plus rien. Al-Safi me maintenait une poigne de fer. J'allais mourir. Dans moins de 10 minutes. J'aurais rejoint les terres comme les autres esprits. Mon cordon argenté se romprait. Je ne pourrais plus jamais regagner mon propre corps, ce corps que j'aurais habité pendant 19 ans. Dorénavant, j'allais devoir servir Nashira. On retira le sac qui m'aveuglait. Je me trouvais en bord de scène, à observer la fin de la pièce. 2 Ref, Al-Safi et Terrebelle me flanquaient. Celle-ci se pencha à mon oreille. « Où est Arcturus ? Ils l'ont emmené sur la galerie. Tuban et Situla. Nous nous occuperons d'eux plus tard. » Al-Safi me lâcha. « Tu dois absolument retarder la reine de sang, Marche-Rêve. » Je savais que Terrebelle était l'une des complices du gouverneur. J'ignorais qu'Al-Safi en faisait également partie. Il n'avait pourtant rien d'un partisan. Mais après tout, Arcturus non plus. Le superviseur fuit la scène. Son costume imbibé de sang artificiel, abandonnant son poignard derrière lui. Ses appels à la pitié résonnèrent dans toute la maison des corporations. Le public acclama le groupe d'acteurs qui le pourchassa dans la rue. Tous paraient d'un uniforme de Sion. Les applaudissements étaient assourdissants. Ils se prolongèrent jusqu'à ce que Nashira gravisse les quelques marches menant sur le plateau. « Merci pour votre gentillesse, mesdames et messieurs. Je suis ravi que la pièce vous ait plu. » Elle n'avait pourtant pas l'air heureuse. « Pour conclure la soirée en beauté, je suis également ravi d'avoir l'opportunité de vous faire une petite démonstration de notre système judiciaire, ici, à Sheol-One. L'une de nos clairvoyantes a fait preuve d'une telle désobéissance qu'elle ne peut avoir la vie sauve. À l'instar du roi sanglant, elle doit être bannie hors de portée de la population amorotique, là où elle ne pourra plus nuire à personne. 20 59 40 a un lourd casier de traîtresse. Elle est originaire du comté de Tipperary, au fin fond de l'Irlande, une région associée depuis longtemps aux actes de sédition. Catalbel basculait d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Quelques murmures se firent entendre. Après sa venue en Angleterre, elle s'est immédiatement retrouvée mêlée au crime organisé de Londres. Le soir du 7 mars, elle a assassiné 2 autres clairvoyants,
des gardes souterrains au service de Sion. Une affaire cruelle, exécutée de sang-froid. Aucune des victimes de 40 n'est morte rapidement. Cette même nuit, elle a été capturée et amenée à Sheol-Wan. Nashira faisait les 100 pas sur scène. Nous espérerions pouvoir la rééduquer, lui apprendre à maîtriser son don. Cela nous chagrine de perdre des clairvoyants. Cela me chagrine plus encore d'admettre que notre tentative de réformer 40 a échoué. Notre compassion n'a pas été payée de retour. Depuis son arrivée, elle n'a été qu'insolence et brutalité. Il ne nous reste d'autre choix que de la confier au jugement de l'inquisiteur. Je regardais derrière elle. Il n'y avait pas d'échafaud sur la scène, pas de potence, pas de billot, mais il y avait une épée. Mon sang se figea. L'arme n'avait rien d'ordinaire, avec sa lame dorée et sa poignée noire. Il s'agissait du courroux de l'inquisiteur, qui servait à décapiter les traîtres politiques. Elle ne sortait de son fourreau que lorsque des espions clairvoyants étaient débusqués au sein de l'archonterie de Westminster. J'étais la fille d'un éminent scientifique de Sion, une traîtresse dans les rangs des Normands. Al-Safi et Terrebel disparurent derrière la scène. Je restai seul face à Nashira. Elle pivota vers moi. « Approche, 40 !» Je n'hésitais pas. Il y eut un grondement quand j'émergeai de derrière les rideaux. « Traîtresse !» s'exclama Catalbel, ce qui encouragea les huées de certains émissaires. Je me refusai à me tourner vers eux. Quelle audace pour ce pleutre de me traiter de la sorte. J'avançai fièrement, la tête haute, m'efforçant de me concentrer que sur Nashira. Je n'accordai pas un coup d'œil au public, ni même à la galerie, où le gouverneur avait été mené. Je m'arrêtai à quelques pas d'elle. Nashira se mit à tourner lentement autour de moi. Quand elle disparaissait de mon champ de vision, je scrutai un point droit devant moi. Vous vous demandez peut-être comment nous rendons justice ici. La corde? Ou le bûcher, comme à l'ancien temps? Voici l'épée de l'inquisiteur, qui nous arrive de la citadelle. Elle désigna le courroux. Avant qu'elle ne s'abatte, je souhaiterais également vous montrer quelque chose d'autre. Le grand cadeau des Réphaïm. Un nouveau murmure ébranla l'assistance. Édouard VI était un homme étrange. Nous ne savons que trop bien qu'il a pensé dans des affaires sordides, qu'il a essayé de maîtriser un pouvoir dépassant l'entendement humain. Un pouvoir que nous, Réphaïm, connaissons en revanche très bien. Birgitta Tadjer observait la scène, les sourcils froncés. Plusieurs émissaires, dont Bell, se tournèrent vers les gardes du corps de la DVD. Prenez la plus puissante des énergies terrestres. Nashira tendit la main vers la lanterne la plus proche. L'électricité. Elle alimente votre vie quotidienne. Elle éclaire vos villes et vos maisons. Elle vous permet de communiquer. L'éther, la source, la force vitale des Réphaïm ressemble beaucoup à l'électricité. Il peut illuminer les ténèbres, apporter le savoir aux ignorants. La lanterne brilla soudain d'une lumière plus vive. Mais mal utilisé, il peut détruire, il peut tuer. La lumière s'éteignit. Je possède un don qui s'est révélé très utile au cours des 200 dernières années. Certains clairvoyants font montre de talents particulièrement instables. Ils canalisent l'éther, le royaume des morts, de façon susceptible de causer la folie et la violence. Le roi sanglant avait un tel pouvoir qui le mena à ses accès meurtriers. J'ai la faculté d'éradiquer ces dangereuses mutations. Elle me désigna. À l'instar de l'énergie, la clairvoyance ne peut pas être détruite, seulement transférée. À la mort de 40, un autre clairvoyant finira par développer son don. Cependant, en l'emprisonnant en moi, je m'assurerai que personne d'autre ne pourra s'en servir.
Vous aimez inventer des histoires, n'est-ce pas, Nashira? J'avais prononcé cette phrase sans y réfléchir. Elle se tourna pour me défier. Ses yeux flamboyaient de rage. Je t'interdis de reprendre la parole. Sa voix était douce. Je risquai un coup d'œil vers la galerie, vide, sur le parterre. Michael glissa une main à l'intérieur de sa veste. Il avait l'un des pistolets. Au fond de la maison des corporations, une porte s'ouvrit. Terrebel, Al-Safi et le gouverneur. Je croisai le regard de ce dernier par-dessus la tête des émissaires. Notre cordon doré trembla. J'eus une vision de Poignard, celui que le superviseur avait abandonné sur scène. Il gisait quelques pas derrière Nashira. Quand elle pivota pour faire face au public, mon esprit franchit l'espace qui nous séparait. Je rassemblai toutes mes forces pour pénétrer dans sa zone hadale. Elle ne s'attendait pas à pareil assaut. Je m'imaginais une imposante silhouette chimérique, celle d'un behémoth suffisamment gros pour abattre toutes les barrières érigées devant lui. L'éther résonna. Des esprits volèrent dans tous les bâtiments, fondant sur Nashira par tous les côtés. Ils vinrent me rejoindre à l'orée de son territoire des rêves, s'attelant à abattre son armure ancestrale. Ces 5 anges tentaient bien de la défendre, mais à présent 20, puis 50, puis 200 esprits s'en prenaient à elle, et ses remparts commençaient à s'effondrer. Je ne perdis pas une seconde. Je me faufilai entre les ténèbres et plongeai en plein cœur de son territoire des rêves. Je me mis à voir par ses yeux. La pièce était un tourbillon de couleurs et de ténèbres, de lumière et de feu. Un spectre de choses que je n'avais encore jamais perçues. Était-ce ainsi que les rêves voyaient tout le temps? Il y avait des auras partout. J'étais doté, et soudain j'étais aveugle. Tandis que ses yeux refusaient de voir, il ne voulait pas que je voie. Ce n'étaient pas mes yeux. Je les forçais à s'ouvrir, à contempler ma main. Elle était trop large, gantée. Ma vision faiblit. Elle luttait contre moi. Vite, Paige. Le poignard était juste là. Vite. Je tendis le bras avec l'impression de soulever une barre d'haltère. Tu l'as. Mes oreilles résonnaient de sons nouveaux et inconnus, de voix, de milliers de voix. Tu l'as. Mes nouveaux doigts se refermèrent autour du manche. Le poignard, je le tenais. J'armai mon bras et, d'un geste brusque, j'enfonçai la lame dans la poitrine. Les émissaires s'affolèrent. Ma vision se voila de nouveau. Tout se mit à clignoter. Je tournai le couteau afin de lacérer tout ce qui pouvait bien constituer le corps de Nashira. Aucune douleur. Elle était insensible aux morsures d'une arme armorotique. Je frappai de nouveau, cette fois plus à gauche, là où se serait trouvé le cœur chez un humain. Toujours aucune douleur. Comme je m'apprêtais à me poignarder une 3e fois, je fus projeté hors de mon corps. Les esprits se dispersèrent dans toute la pièce, mouchant chaque bougie. La maison des corporations sombra dans le chaos. Lorsque je recouvrai la vue, je ne distinguais plus rien. Mes oreilles étaient pleines de hurlements. Les bougies se rallumèrent. Nashira était allongée sur les planches, immobile. Le poignard était figé dans sa poitrine, où il disparaissait jusqu'à la garde. « Reine de sang !» s'exclama Rephaït. Les émissaires avaient sombré dans le silence. Je m'approchai tant bien que mal de Nashira, les mains tremblantes. J'observai son visage, ses prunelles dépourvues d'éclat. Les esprits de la saison d'os 18 flottaient toujours autour d'elle, comme attendant qu'elle les rejoigne dans les terres. Puis, une faible lueur renaquit dans ses yeux. Elle pivota lentement du chef. Je me mis à frissonner, de façon incontrôlable, quand elle se releva, se déployant de toute sa hauteur. « Très malin !» commenta-t-elle.
très très malin. Je continuai à ramper, les ongles grinçants sur la scène. Je la vis retirer le poignard de sa poitrine. Il y eut des hoquets effarés dans l'assemblée. Fais-nous une nouvelle démonstration. Des gouttes de lumière tombaient telles des larmes. Je n'y vois aucune objection. D'un geste brusque du poignet, elle envoya le couteau en l'air, où il plana un court instant, comme un bout d'un fil invisible. Puis il redescendit sur moi, m'atteignit à la joue, y laissant une plaie béante. Les bougies crachotèrent. L'un de ces anges était un poltergeist. Il était rare qu'il parvienne à soulever de la matière tangible, mais j'avais déjà vu ce phénomène se produire. Jackson appelait ça l'apport. Des esprits déplaçant des objets. Un léger voile de sueur me recouvrait la peau. Je n'avais pas eu à avoir peur. J'avais déjà affronté un poltergeist par le passé. Et à présent, mon esprit était arrivé à maturité. Je pouvais me défendre. Si vous insistez, répliquai-je. Cette fois, je ne pus la prendre par surprise. Elle avait érigé toutes les barrières à sa disposition autour de son territoire des rêves. C'était comme si deux portes gigantesques m'avaient claqué au nez. Je fus renvoyé dans mon corps sans ménagement. Mon cœur s'emballa. J'avais la tête dans un étau. J'entendais une voix familière, résonnant dans mes oreilles, en un long son inaudible et haut perché. Bouger, je devais bouger. Elle ne s'arrêtait pas. Elle ne cesserait jamais de traquer mon esprit. Je me relevai sur les coudes, en quête de couteau. Je la vis qui approchait de moi. Tu sembles fatigué, Paige. Capitule. L'éther t'appelle. Je n'ai pas dû entendre la sonnerie, crachai-je. Je n'étais pas préparé à ce qu'elle allait survenir. Ces 5 anges se rassemblèrent pour se ruer sur moi. Ils s'abattirent sur mes défenses, telle une vague noire. Hors de mon territoire des rêves, ma tête vint heurter le plancher de la scène. En dedans, les esprits dévastèrent tout, éparpillant des nuées de pétales rouges. Des images défilèrent devant moi. Chaque pensée, chaque souvenir se retrouvera brisé. Du sang, du feu, du sang. Un chant moribond. Une main géante semblait m'appuyer sur la poitrine, me clouer sur place. Dans une boîte, un cercueil. Je ne pouvais plus respirer ni penser. Les 5 esprits me pourfendirent tels des épées déchirant mon esprit et mon âme en lambeaux. Je roulais de côté, tressautant comme un insecte écrasé. De petits muscles se convulsaient dans mes bras et mes jambes. J'ouvris les paupières. La lumière me brûlait les yeux. Je ne discernais que Nashira, main tendue et la lame reflétant l'éclat des bougies. Puis elle disparut. Dans un effort qui me fit monter les larmes, je parvins à soulever la tête. Michael s'était jeté sur elle. Un couteau à la main. Il tenta de le lui planter dans le cou, manquant sa cible de plusieurs centimètres. D'un geste du bras, Nashira l'envoya valser au-delà de la scène. Il atterrit sur un Harley et tous deux s'effondrèrent. Elle se retournait bientôt vers moi. Cette fois-ci, elle ne manquerait pas de m'achever. Son visage se matérialisa en effet au-dessus du mien, et ses yeux virèrent à l'écarlate. Ses traits s'adoucirent. Elle m'affaiblissait, s'assurant que je ne pourrais plus me servir de mon esprit. Sélectionnant mon lien avec l'éther, j'étais morte. Elle s'agenouilla près de moi et souleva ma tête dans le creux de son bras. « Merci, Paige Mahoney. » La pointe du poignard s'enfonça dans ma gorge. « Je ne gâcherai pas ton talent. » Ça y était. Je n'eus même pas de dernière pensée. Je parvins tout juste à rassembler mes dernières forces, à la regarder en face. Puis le gouverneur apparut. Il la repoussa grâce à d'immenses hordes d'esprits
qu'il transforma en bouclier, comme le fait d'un cracheur de feu avec ses torches. Si j'avais été doté, songeai-je vaguement, le spectacle aurait été sans doute magnifique. Thérébel et Alsaphie l'accompagnaient. D'autres également. Était-ce Pléone que je voyais là? Leurs contours se mélangeaient. Mon territoire des rêves m'envoyait d'étranges mirages. Puis, quelqu'un me prit dans ses bras et m'emmena hors de scène. La réalité m'apparaissait en flashs successifs. Une tempête se déchaînait dans mon esprit des rêves, dans mon territoire des rêves. Les souvenirs affluaient par des fissures en forme d'éclairs. Des fleurs malmenées s'éparpillèrent dans le vent puissant. Mon esprit avait été saccagé. Je n'étais qu'à moitié consciente du monde extérieur. Le gouverneur était là. Je reconnaissais son territoire des rêves, présence familière reposant contre la mienne. Il me montait vers la galerie, loin de ce qui avait bien pu se produire durant mes quelques minutes d'inconscience. Quand il me posa au sol, je sentais le sang sécher sur mon visage. Je me rappelais à peine qui j'étais. « Paige, résiste! Il faut que tu résistes !» Sa main me caressa les cheveux. Je scrutai la figure, tâchant de me focaliser sur ses traits troubles. Une autre paire d'yeux apparut. Il me sembla qu'il s'agissait à nouveau de Thérébel. Le bruit ambiant m'écrasait les tempes. Lorsque la douleur me força à revenir dans le monde de la chair, le gouverneur me contemplait. Nous nous trouvions effectivement dans la galerie, au-dessus de la clameur de la salle. « Paige, dit-il, tu m'entends » Cela sonnait comme une question. Je hochai la tête. « Nashira » Je ne pus émettre autre chose qu'un murmure. « Elle est vivante, mais toi aussi. » Vivante, Nashira rôdait encore quelque part. Je sentais venir des frémissements de panique, que mon corps était trop faible pour répercuter. Ça n'était pas encore terminé. Un coup de feu retentit au niveau inférieur. En dehors des yeux du gouverneur, tout était noir. « Il y a » Arcturus tendit l'oreille vers ma bouche pour mieux entendre. « Un poltergeist. Elle a un poltergeist. » « Oui, mais tu y étais préparé. » Son doigt longea mon encolure. « Ne t'avais-je pas dit que cela pourrait te sauver la vie ?» Le pendentif refléta la lumière de ses prunelles, le bijou sublimé destiné à repousser les jaïstes. Celui qu'il m'avait offert. Celui que j'avais voulu refuser, que j'avais failli ne jamais porter. Il me serra contre sa poitrine, une main passée derrière ma nuque. « Les secours arrivent, déclara-t-il très doucement. Ils sont venus pour toi, Paige. Les sceaux sont venus pour toi. » J'eus une nouvelle absence, durant laquelle le bruit s'intensifia. Mon territoire des rêves luttait pour guérir. Les dégâts étaient colossaux. La cicatrisation ne commencerait pas avant des jours. Peut-être même jamais. De toute façon, je ne pouvais pas bouger, et le temps pressait. Je devais atteindre la prairie, trouver la sortie, rentrer chez moi. Il fallait que je rentre. Quand je rouvris les paupières, une lumière mauvaise me brûla les yeux. Pas la flamme d'une bougie. J'essayais de m'en protéger, le souffle rare. « Paige !» Quelqu'un se saisit de ma main tendue. Pas le gouverneur, quelqu'un d'autre. « Paige, ma douce !» Je connaissais cette voix. Il ne pouvait pas être là. Il devait s'agir d'une hallucination, d'une image créée par mon territoire des rêves en lambeaux. Mais quand il me prit la main, je sus que c'était lui. Ma tête reposait toujours sur les genoux d'Arcturus. « Nick !» parvins-je à articuler. Il était paré de son costume noir et d'une cravate rouge. « Oui, Sotnos, c'est moi !» Je contemplais mes doigts. Ils viraient au gris. Mes ongles oscillaient entre le noir et le violet. « Paige !» répéta Nick d'un ton bas et pressant. « Garde les yeux ouverts. Reste avec nous, ma belle. Allez !»« Tu dois partir, bredouillai-je. »« Je vais partir, et toi aussi. »« Magne-toi, Vision. Pas de temps à perdre. » Une autre voix. « Nous soignerons notre petite rêveuse égarée quand nous serons de retour à la citadelle. » Jackson.
Non, non. Pourquoi était-il venu? Nashira allait les voir. Il sera trop tard. La même lumière violente m'aveugla. Les pupilles ne répondent pas. Hypoxie cérébrale. Elle va mourir si on n'intervient pas tout de suite. Une main repoussa mes cheveux collants, de sueur. Putain! Où est Danica? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouverneur restait muet. Il était là. Je sentais sa présence. Nouvelle perte de connaissance. Quand ma vision revint, quelque chose était attaché à mon nez et à ma bouche. J'en reconnus l'odeur de plastique. Le 2SPV. Le cousin portatif du système de survie de Dany. D'autres territoires des rêves étaient à proximité, agglutinés autour de moi. Nick me tenait la tête dans le creux de son bras. Maintenant, le masque en place devant mes voies respiratoires. J'avalais goulûment l'oxygène supplémentaire. Les yeux lourds. Je ne m'étais jamais senti aussi éreinté de toute ma vie. Ça ne fonctionne pas. Son territoire des rêves est fracturé. Ce train ne va pas nous attendre. Vision. Vision, s'impatienta Jackson d'une voix tendue. Porte-la, on se tire d'ici. Les mots suivants se bousculèrent dans mon esprit. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, le gouverneur prit la parole. Je peux l'aider. Ne l'approchez pas, aboya Nick. Il n'y a pas de temps à perdre. Les DVN postés sur le pont seront bientôt là. Ils repéreront votre aura immédiatement. Docteur Nygard, votre réputation à Sion sera foutue. Le gouverneur les observa tour à tour. Paige va mourir si vous ne faites rien. Son territoire des rêves endommagé peut être réparé, mais il faut agir vite. Tenez-vous à perdre votre marche-rêve, dompteur blanc? Comment connaissez-vous mon nom? Jackson était fumace. Je ne le distinguais pas dans l'obscurité, mais je perçus un changement soudain dans son territoire des rêves, une érection de ses défenses. Nous avons nos méthodes. Leurs mots étaient tels que des séquences sonores impossibles à déchiffrer. Je n'y comprenais rien. Nick se pencha vers moi et je sentis son haleine chaude sur ma joue. Paige, me murmura-t-il à l'oreille. Cet homme prétend pouvoir te soigner. Est-ce que je peux lui faire confiance? Confiance. Je reconnaissais ce mot. Une fleur inondée de soleil à la limite de mon champ de vision, m'invitant dans un monde différent, une vie différente avant le chant des coquelicots. Oui. Dès que j'eus répondu, le gouverneur s'approcha. Je découvris Pléone par-dessus son épaule. Paige, tu dois abaisser autant de défense mentale que possible, déclara-t-il. Tu peux faire ça pour moi? Comme s'il me restait la moindre protection. Arcturus saisit la fiole que lui tendait Pléone, une fiole d'amarante, presque vide. Scarifiés, ils avaient dû constituer une réserve de secours, en économiser la moindre goutte. Il m'en appliqua un peu sous le nez, puis sur les lèvres. Ma peau se mit instantanément à chauffer. J'eus l'impression que l'éther m'appelait, me demandait d'ouvrir mon esprit. Une déferlante brûlante s'engouffra en moi, raccommodant les béances de mon territoire des rêves. Le gouverneur me caressa la joue du pouce. « Paige !» Je sciai. « Tu vas bien ?»« Oui, répondis-je. Je crois que oui. » Je m'assis, essayai de me lever. Nick m'aida à me mettre debout. Aucune douleur. Je me frottais les yeux, clignais les paupières, tâchant de m'habituer à l'obscurité. « Putain, comment tu as fait pour arriver ici ?» lui demandai-je en m'accrochant à ses bras. Je ne pouvais pas détacher le regard de son visage. Il était réel, il était présent. Je suis venu avec la délégation de Sion. Je t'expliquerai plus tard. Il sera contre lui. Il serra contre lui, m'écrasant contre sa poitrine. Viens, foutons le camp d'ici. Jackson n'était qu'à quelques mètres de là, sa canne entre les mains. Danica et Zeke l'entouraient. Tous étaient parés des couleurs de Sion, de l'autre côté de la galerie. Nadine tirait au jugé sur les émissaires qui pointaient le bout de leur nez. Les deux Réphaïm me contemplaient. « Gouverneur, combien ?»
Je pris une profonde inspiration. Combien de temps il nous reste 50 minutes. Vous devez partir. Moins d'1 heure. Plus vite nous arriverions au train, plus tôt je pourrais envoyer la fusée pour en signifier la localisation aux autres voyants. Je présume que tu sais dans quel camp tu te trouves, Page, intervint Jackson. Il m'observa de pied en cap. J'ai failli douter de toi, ma malhonnête, après ta petite comédie de Londres. Jackson, des gens meurent ici, des voyants. Pourrait-on mettre ces événements de côté et nous concentrer sur notre fuite ? Il n'eut pas le temps de répliquer. Un groupe de refs débarqua en trombe dans la galerie, brandissant une grosse horde d'esprits. Le gouverneur et Pléone se postèrent devant nous. « Allez-y !» nous ordonna le premier. J'étais partagé. Jackson dévalait les marches, suivi de près par les autres. « Page, viens vite !» m'encouragea Nick. Pléone repoussa une horde. Le gouverneur pivota vers moi. « Cours, file jusqu'à Port Meadow. Je vous rejoindrai là-bas. » Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas le forcer à m'accompagner. Je n'avais donc qu'à obtempérer, en espérant que ce soit la bonne décision. Nick m'attrapa par le bras, et nous empruntâmes l'escalier menant au vestibule de la maison des corporations. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Les Harleys et les refs s'étaient éparpillés dans les rues. Les émissaires paniqués, ainsi que les gardes du corps, traversaient le hall à grandes enjambées. Nick leur emboîtait le pas. Je me figeai quand l'éther se mit à trembler. Je me retournai face à la salle. Quelque chose clochait. J'en étais certaine. Sans réfléchir, je rebroussai chemin et m'élançai vers les larges marches de pierre. Jackson m'apostropha. « Et tu comptes aller où exactement ? Va prendre le train, Jackson. » Je n'entendis pas sa réplique. Nick me rattrapa bientôt, me saisit par le coude. « Où tu vas ? Reste avec Jackson. Nous devons partir, si la DVN aperçoit mon aura. » Il se tut quand nous arrivâmes sur le seuil de la grande salle désertée. Les ténèbres recouvraient chaque recoin de la pièce. La plupart des bougies étaient éteintes, mais 3 lanternes rouges brillaient, encore là où elles étaient tombées. Les velours de lys s'étaient effondrés en 2 piles drapées. Je m'en approchai, percevant le faible éclat d'un territoire des rêves. Je me précipitai sur le parterre de marbre et me laissai tomber à genoux. « Lys !» Je lui saisis la main. « Lys, viens !» Qu'est-ce qui avait bien pu la pousser à revenir ? Elle avait les cheveux collés par le sang. Elle ne pouvait pas être morte. Pas après que nous lui avions sauvé la vie. Pas après tout ce que nous avions élaboré ensemble. Elle ne pouvait pas mourir. Seb était mort. Lys n'avait aucune raison de l'imiter. Elle entr'ouvrit les yeux. À peine une fente. Elle était toujours costumée en une victime du roi sanglant. Ses lèvres formèrent un semblant de sourire quand elle m'aperçut. « Salut !» souffla-t-elle avec peine. « Désolée, j'étais en retard. »« Non, ne t'avise pas de mourir. Lys, viens. Allez !» Je lui serrai la main. « S'il te plaît, on a déjà cru te perdre une fois. Nous ne inflige pas ça de nouveau. Je suis contente que quelqu'un s'en soucie. » Des larmes montèrent aux yeux. Des larmes froides et tremblantes qui ne tombèrent pas. Du sang qui coulait aux lèvres. Je n'arrivais pas à déterminer où s'arrêtait le faux sang de la représentation, où le sien commençait. « Va-t'en, dit-elle d'une voix éteinte. Fais ce que je n'ai pas pu faire. J'ai voulu tant revoir chez moi. » Sa tête roula de côté. Ses doigts lâchèrent les miens, et son esprit s'éloigna dans les terres. Je restai assise une bonne minute, à contempler son corps inerte. Nick baissa le front, et lui recouvrit le visage d'un morceau de tissu. Lys est parti. Je me forçai à me répéter cette phrase. Lys est parti, comme Seb. Tu n'as pas pu les sauver. Ils sont partis. Tu devrais prononcer la mélopée, murmura Nick.
Je ne connais pas son nom, Sotnos. Il avait raison. Lys ne voudrait pas rester là, dans sa prison. Lys Rimor. J'espérais qu'il s'agissait là de son nom complet. Disparaît dans l'éther. Tout est en ordre. Les dettes sont réglées. Inutile d'errer parmi les vivants. Son esprit s'éloigna. Je ne pouvais pas regarder son cadavre. Pas celui de Lys, son corps, son enveloppe. L'ombre qu'elle abandonnait dans ce monde. Le lance-fusée reposait sous sa main déjà froide. Il lui incombait de donner le signal. Je le récupérai délicatement. « Elle ne voudrait pas te voir baisser les bras, me dit Nick, en me voyant chercher les fusées. Elle n'aurait pas voulu que tu meures pour elle. Oh, je crois que si. Je reconnus cette voix. Même si je ne le voyais pas, le timbre de Gomeza Sargas résonnait dans toute la pièce. C'est vous qui l'avez tuée, Gomeza ? Je me levai. Est-ce qu'elle est plus à votre goût maintenant qu'elle est morte ? Le silence était pesant. Sa réponse retentit derrière moi. Tu ne devrais pas te terrer dans l'ombre, Gomeza. Je me retournai. Le gouverneur venait d'entrer dans la pièce, et ses yeux étaient rivés sur la galerie. À moins que tu ne craignes Page, poursuivit-il, la cité est en flammes. Votre pouvoir présumé est déjà dissolu. Un éclat de rire. Je me raidis. Je n'ai pas peur de Sion. Ils nous ont offert leur monde sur un plateau d'argent, Arcturus. À présent, il est temps de passer à table. Allez au diable, lui lançai-je. Je n'ai pas non plus peur de toi, 40. Qu'avons-nous à craindre de la mort, alors que nous sommes la mort ? En outre, devoir quitter ce monde en décomposition, votre petit monde de fleurs et de chair serait presque une bénédiction. Si seulement il ne restait pas tant à faire. Des bruits de pas. Vous ne pouvez pas tuer la mort. Quel genre de feu pourrait brûler le soleil ? Qui saurait noyer l'océan ? Je suis sûr qu'on trouvera bien un moyen, rétorquai-je. Ma voix restait ferme. Même si je tremblais comme une feuille, j'étais cependant incapable de déterminer si c'était de terreur ou de colère. Derrière le gouverneur, un autre rêve fit son apparition, flanqué de Terrebelle. J'aimerais que tous les deux, vous vous représentiez quelque chose. Surtout toi, Arcturus, étant donné ce que tu as à perdre. Le gouverneur resta muet. J'essayais encore de déterminer d'où provenait la voix. Quelque part au-dessus de nous, sur la galerie. J'aimerais que vous vous figuriez un papillon. Imaginez-le, avec ses ailes colorées et chatoyantes. Il est magnifique, adorable. Comparez-le à une phalène. Ils ont la même forme, mais combien de différences ? Cette dernière est pâle, faible et laide. Une pauvre petite chose suicidaire. Elle est incapable de se maîtriser. Et, quand elle voit une flamme, elle en désire la chaleur. Alors, elle s'embrase. Sa voix tonitruante retentissait partout, jusque dans mes oreilles, jusque dans mon crâne. Voilà comment nous voyons ton monde, Page Mahoney, comme une boîte de phalène prête à en prendre feu. Son territoire des rêves était tout proche. Je préparais mon esprit. Peu m'importaient les dégâts que j'allais causer. Il avait tué Lys. À présent, j'allais le tuer. Le gouverneur me saisit le poignet. « Non, me dit-il, laisse-nous nous occuper de lui. Je tiens à m'en charger. Tu ne peux pas le venger, Marcherêve. » Pléone ne quitta pas l'ennemi des yeux. « Va à la prairie, le temps presse. »« Oui, vas-y, 40. Va prendre notre train pour notre citadelle. » Gomeza émergea de derrière un pilier. Ses yeux rutilés d'aura toute fraîche. Les dernières gouttes qu'il ponctionnerait jamais sur Lys Rimor. « Était-ce si terrible ici, 40 ? Nous t'avons offert un abri, notre sagesse, un nouveau foyer. Tu n'étais pas une anormale ici.
Une inférieure, oui, mais tu avais ta place. À Sion, tu n'es qu'un symptôme du fléau. Une rougeur sur leur peau si délicate. Il leva sa main gantée. Tu n'as pas ta place là-bas, Marcherève. Reste avec nous. Vois ce qui se cache au-delà. Mes muscles étaient bandés à tout rompre. Ils me regardaient droit dans les yeux, scrutaient mon âme, mon territoire des rêves, les recoins les plus sombres de mon être. Ils savaient que ces mots portaient. Ils maîtrisaient à la perfection sa logique torturée. Ils la manipulaient depuis 2 siècles. S'ils s'en servaient pour tenter les plus faibles. Avant que je puisse lui répondre, le gouverneur me fit basculer sans ménagement, et je perdis l'équilibre. Une lame incurvée siffla près de mon épaule, au-dessus de ma tête. Je ne l'avais pas vu venir dans la pénombre. Quand mes fesses heurtèrent le sol, il s'élança vers Gomeza. Térebel et l'autre ref lui emboîtèrent le pas, rassemblant tous deux des hordes d'esprits pépiant d'horribles sons. Nick me releva, mais je ne sentis pas ses mains. Je ne percevais que l'éther où les Réphaïm dansaient. L'air autour de moi se raréfiait, devenant une simple gaze argentée. Je ne distinguais plus les 4 refs, mais ressentais leurs mouvements. Chaque muscle activé, chaque rotation et chaque pas provoquait une onde de choc dans l'éther. Ils dansaient sur le fil de la vie. Une danse de géants, la fameuse danse macabre. Les esprits de la saison d'os traînaient encore dans la pièce. La horde de Térebel s'envola entre les colonnes. 30 esprits s'élevant ensemble, convergeant vers le territoire des rêves de Gomessa. Aucun voyant n'aurait pu survivre à un tel assaut. J'entendis que le coup porte. Le rire de Gomessa s'envola jusqu'au plafond. D'un geste de la main, il dispersa ses assaillants qui giclèrent dans la pièce, tels des éclats de verre. Le corps affaibli de Térebel fut projeté contre un pilier. Le bruit de l'os sur le marbre claqua dans l'air glacial. Quand le ref qui l'accompagnait chargea, Gomeza se fendit d'un mouvement sec, à la verticale qui précipita son adversaire sur scène. Les planches volèrent en éclats sous son poids, le précipitant dans le cagibi en dessous. Je reculai d'un pas incertain. Mes bottes glissaient sur une mare de sang. Gomessa était-il une espèce de poltergeist ? Il pouvait se servir de l'apport, déplacer des choses sans les toucher. Lorsque je compris cela, mon cœur s'emballa et se mit à tambouriner contre ma poitrine. Il pourrait sans mal m'écraser au mur comme un insecte. Seul le gouverneur était encore en état de se battre. Il se campa face à son ennemi, plus menaçant que jamais dans le demi-jour. « Viens, Arcturus !» le provoqua Gomeza en écartant grand les bras. « Viens payer ta dette !» Ce fut à cet instant que la scène explosa. Waouh, gros épisode, gros chapitre aujourd'hui, donc c'est bientôt la fin. On voit que là, elle commence à s'enfuir et elle revoit aussi ses copains de la pègre. Ce fut un plaisir de lire ce chapitre et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir les bozos.